Eh bien, bonjour à toutes et à tous. En ce mois de mars, nous avons le plaisir de vous retrouver pour un nouveau cycle de conférences basé cette fois-ci sur les neurosciences et diffusé sur notre chaîne YouTube à partir du vendredi à 17h30, comme vous le savez. Alors, ce cycle est bien sûr organisé en partenariat avec nos fidèles amis de l'association Neurex, qui, je le rappelle au passage, est un réseau trinational Bade-Württemberg, Alsace, Suisse, qui a pour mission principale de promouvoir l'interaction entre des scientifiques et en neurosciences venant de laboratoires publics et privés. Aujourd'hui, on vous convie en quelque sorte à un voyage intérieur un peu spécial. En effet, on s'interroge, que se passe-t-il dans la tête d'un chercheur, de surcroît en neurosciences, par quels étonnants méandres, quel cheminement voyage-t-il dans son cerveau avec ses neurones et son cervelet qu'il connaît bien pour conduire finalement une démarche scientifique efficace. Alors, qui dit démarche scientifique, hein, c'est quelque chose que vous connaissez. Le chercheur, en quelque sorte, va observer, va se poser un problème ou des tas de problèmes, émettre une ou des hypothèses, mener une ou des expériences, obtenir, on l'espère toujours, des résultats, les interpréter pour enfin émettre une conclusion et, on l'espère, rédiger une publication. Mais en gros, ce parcours du combattant-chercheur est-il si simple? N'est-il pas dans sa tête empreint à des doutes, à des renoncements, à des retours à la case départ? Comment sa recherche est-elle au final perçue hors de notre champ de recherche, champ universitaire? N'a-t-il pas d'ailleurs à la fin plusieurs interprétations des résultats qui peuvent conduire parfois à des effets d'annonce bien trop rapides, voire erronés, comme on peut le constater aujourd'hui d'ailleurs en ce temps de Covid avec plein de conditions particulières? Et pour mieux comprendre cela, nous accueillons notre chercheur voyageur du jour, Ludovic Spaet, docteur en neurosciences à l'Institut de neurosciences cellulaires et intégratives du CNRS et de l'Université de Strasbourg. Bonjour Ludovic. Bonjour. Voilà, j'espère que tout va bien dans votre tête aujourd'hui. Voilà. Pour le moment, tout va bien. Voilà, parce que en fait, vous avez un parcours universitaire qu'on pourrait dire un peu classique, hein. Vous passez sur une licence puis un master de biologie avec tout de même une spécialité en neurosciences, C'est heureusement, ça. à l'université de Strasbourg, pour finalement soutenir une thèse, si j'ai bonne mémoire, en septembre 2019. Excellente mémoire. Et une thèse qui veille à l'étude du rôle du cerveau, en plus particulièrement du cervelet, dans la coordination motrice, dans des conditions, alors en ce qui vous concerne, vous me l'avez dit, plutôt, on va appeler ça normal, parce que Oui. côté pathologique, mon petit doigt m'a dit que ça, vous alliez bientôt le vivre en partant, en quittant votre chère Alsace, parce C'est qu'il paraît ça. que vous aimez bien l'Alsace tout de même, pour rejoindre les USA et travailler toujours sur ce domaine. Ah ben, D'ailleurs, je vois que vous êtes très bien renseigné. voilà, d'ailleurs, mais les rumeurs me disent aussi que finalement vous êtes tombé dans ce domaine de la neuroscience sur un coup de flash. Parce que Ouais. paraît-il que vous avez tout d'un coup découvert pour la première fois l'électricité du neurone qui, selon vous, est la plus belle neurone de notre cerveau. Alors, je ne sais plus son nom, hein, je ne vais pas me Bah, lancer c'est dans ce genre de choses. le neurone de Et Purkinje, je vous voilà. en reparlerai après. Et donc, vous en êtes devenu accro. Oui. Tellement accro que maintenant, il n'y a pas d'autre solution. Nous, on veut tout savoir ce qui se passe dans votre tête de chercheur et on va vous laisser la parole. C'est à vous. Écoutez, merci pour cette belle introduction. Et puis, merci pour votre invitation, qui, somme toute, je pense, va me permettre de discuter un peu plus de la science que je fais moi-même tous les jours au laboratoire, mais je vais aussi en profiter pour amener le public à comprendre ce qui se passe derrière l'exécution de la recherche scientifique et qu'est-ce qui se cache derrière les études scientifiques qui sont réalisées à peu près tous les jours, qui se font tous les jours, en fait, de manière courante. Et du coup, j'aurai un petit peu un double discours. Donc, mon but, ça va être d'emmener les gens au travers du voyage qu'on fait quand on est un chercheur, quand on se pose des questions et qu'on veut y répondre.
Et je vais illustrer ça du mieux que je peux avec la recherche que moi j'ai conduite sur les 5-6 dernières années. Voilà. Donc, l'idée en fait de cette intervention, elle m'a été soufflée suite à l'émergence dans un média bien connu de ce titre, qui était apparu au mois de novembre 2020 et qui titrait Coronavirus, une étude danoise démontrerait que le port du masque est inutile, avec derrière écrit prudence avec un point d'exclamation. Mais prudence par rapport à quoi? Prudence à l'étude, prudence par rapport au masque. On ne sait pas vraiment de quoi il en retourne. Et j'aimerais illustrer par là le fait que si la science et la communication sont deux phénomènes qui sont indissociables l'un de l'autre, on arrive souvent dans des cas où c'est pas très facile de les faire cohabiter et qu'il y a plein de process qui sont mis en œuvre pour avoir une communication scientifique efficace, et c'est ce que je vais essayer de vous illustrer aujourd'hui même. Voilà, donc qu'on parle de coronavirus, qu'on parle de neurosciences, qu'on parle de sciences tout court, en fait, tout ça s'inscrit dans le cadre de la recherche scientifique, et le but de ma présentation, c'est de vous en apprendre un peu plus sur quels sont les rouages un petit peu de la recherche scientifique, avec, pour point d'orgue, qu'est-ce qui se cache en fait derrière une étude scientifique. Donc, si on parle de recherche scientifique, ça vous le savez, c'est l'ensemble des actions, des moyens humains, financiers, techniques qui sont mis en œuvre pour produire des connaissances scientifiques. Et ces connaissances scientifiques, elles ont moult applications et moult intérêts. Le premier étant qu'on a soif de connaissances. Hein. On veut comprendre comment est-ce que le monde qui nous entoure, il est géré et comment est-ce qu'il fonctionne. Ça, c'est pour l'aspect curiosité, mais ça a des avantages conséquents parce qu'une fois qu'on a compris les règles d'un système, en l'occurrence biologique, et ça peut être un système cosmologique ou un système quantique au niveau de l'atome, c'est la même chose. Une fois qu'on a compris comment fonctionne un système, en utilisant ces règles-là, on peut prédire ce qui va se passer à l'avenir. Et nous, en recherche biomédicale et en neurosciences, parce qu'une grande part des neurosciences font partie de la recherche biomédicale, nous, notre but, c'est de comprendre comment fonctionne le cerveau, déjà en temps normal, et surtout de pouvoir extrapoler ce fonctionnement et de pouvoir aussi déterminer qu'est-ce qui déraille dans le cas d'une pathologie. Et là, on dérive tout doucement vers ce qu'on appelle la recherche appliquée, qui est, à mon sens, indissociable de la recherche fondamentale, puisque l'une ne va pas sans l'autre. Et les deux, en fait, s'alimentent constamment. Et en fait, la recherche scientifique, c'est un phénomène qui est dynamique et qui est en mouvement perpétuel, si je puis dire. La recherche se passe tous les jours au travers du monde. Pendant que moi, je vous parle, il y a des chercheurs au Japon qui travaillent, et ainsi de suite. Et il y a tout ce phénomène de communication qui permet en fait à la recherche d'être une machine auto-entretenue qui s'alimente par elle-même et qui ne s'arrête jamais. Mais pour s'y repérer, dans la recherche, on a besoin d'y poser des jalons au fur et à mesure que le temps passe, et l'immense majorité de ces jalons, ils sont représentés par ce qu'on appelle les études scientifiques. Et en fait, les études scientifiques, c'est une forme de communication. L'immense majeure partie du temps, c'est une communication écrite, parce que ça permet d'assurer une postérité quasiment illimité dans le temps, et ça permet de mettre un tampon sur voilà ce qui s'est passé dans tel ou tel domaine de recherche à ce moment précis du temps. Et en fait, les études scientifiques, ça rassemble, globalement, c'est une histoire qui va rassembler des méthodes et des résultats qui permettent de répondre à une question. Et ici, question, je l'ai mis en rouge parce que c'est vraiment l'aspect fondamental de la recherche. On fait de la recherche parce qu'on se pose des questions. Alors, Jean-Yves a très bien résumé pendant l'introduction quel était le schéma de pensée classique du chercheur, que ce soit en neurosciences, en médecine, en physique quantique, etc. C'est tout part d'une question. On va émettre une hypothèse qui, de prime abord, nous paraît intuitive pour répondre à la question. On va la confronter avec des expériences, analyser des résultats et interpréter ça pour voir si notre hypothèse répond à la question. Donc ça, c'est vraiment le schéma classique, mais je vais me permettre d'y ajouter quelques petites variations, parce que c'est loin d'être aussi simple en réalité. Et il y a pas mal d'éléments qui rentrent en ligne de compte et qui interfèrent avec ce cercle de la démarche scientifique. Quels que soient en fait les projets de recherche ou quelle que soit la thématique sur laquelle on travaille. Déjà, pour répondre à la question, l'hypothèse qu'on fait, elle ne sort pas de nulle part. Sur la base de travaux préliminaires et antérieurs qui ont soit été réalisés par la personne qui se pose la question, mais dans l'immense majorité du temps, ça vient de travaux qui viennent d'autres chercheurs à travers le monde. L'hypothèse ne sort pas de nulle part. Ensuite, il faut imaginer l'expérience qu'on peut utiliser pour tester et confronter cette hypothèse. Et là, il y a une liste de contraintes longue comme le bras qui rentre en ligne de cause. Et les contraintes dépendent majoritairement du domaine de recherche dans lequel on se trouve.
Quand, par exemple, je travaille en neurosciences, principalement en biologie, on travaille sur des organismes vivants qui sont doués de sensibilité. C'est la même chose en médecine. Donc, la première contrainte qu'on a, c'est la contrainte éthique. C'est-à-dire, où est-ce qu'on place la limite dans l'exécution de nos expériences. Et ça, c'est vraiment un truc qui est propre à la recherche biomédicale. Et au-delà de ça, il y a plusieurs autres contraintes, les contraintes techniques. Est-ce que l'expérience que je veux faire, elle est tout simplement faisable d'un point de vue technique? Est-ce que la technologie est disponible maintenant? Est-ce qu'elle le sera dans 10 ans? Il y a les contraintes temporelles. Est-ce que ça va se faire en 1 an, 10 ans, 20 ans? Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et j'ai aussi rajouté en dernière mesure la contrainte budgétaire, qui, on ne va pas se le cacher, reste le nerf de la guerre. Sans budget, on ne fait pas d'expérience. Et sans budget, on ne fait pas de recherche. Et donc, une fois qu'on a fait l'expérience en question, on en tire des résultats. Ces résultats-là, déjà, il faut évaluer leur pertinence. Je vais vous montrer à l'aide de mon exemple que ce n'est pas forcément évident. Et il y a aussi une question qui est primordiale, et on l'a vu là, notamment avec l'émergence de la crise du Covid, c'est la robustesse des résultats. Parce que des résultats qui veulent dire quelque chose à un instant T, s'ils ne sont pas suffisamment robustes, 6 mois après, ils peuvent très bien être balayés du revers de la main par une autre étude qui dit en fait exactement le contraire. Et ça, on l'a assez vu pendant la crise du Covid, ça s'est assez manifesté. Et je ferai un petit aparté sur l'importance vraiment d'un des outils fondamentaux qu'on a en recherche biomédicale, que sont les statistiques, qui nous permettent en fait de nous débarrasser d'aberrations mathématiques qui pourraient être présentes dans les résultats et qui pourraient fausser en fait l'étape suivante, qui est l'étape d'interprétation. Parce que avoir des résultats, c'est bien beau, encore faut-il en tirer quelque chose, et pour en tirer quelque chose, il faut remettre ces résultats en abîme avec un contexte. Et là, le contexte a une énorme influence. On l'a vu encore une fois avec la crise du Covid, il y a des articles scientifiques qui ont été publiés en 3 jours. Aussi limité soit mon expérience en recherche, j'ai jamais vu un article scientifique qui a été publié en 3 jours. Ça a été une première, je pense. Et donc, on a l'importance du contexte qui pèse, et surtout, la notion dont on parle aussi beaucoup depuis 1 an, c'est la notion de consensus versus controverse. Ce sont un petit peu les 2 forces antagonistes qui sont le moteur de l'émergence des idées et des pensées dans les différents domaines scientifiques. C'est est-ce que si mes résultats vont dans le même sens que ceux d'autres groupes de recherche, intrinsèquement et de manière tout à fait logique, je vais me dire je suis sur la bonne voie. Par contre, à l'inverse, si mes résultats vont à l'encontre de l'immense majorité de ceux obtenus par la communauté scientifique, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est eux qui ont tort? Est-ce que ces 100 autres personnes ont tort et est-ce que moi j'ai raison? Ou est-ce que moi je me suis planté et eux ils ont raison? C'est vraiment pas évident de trancher la question parce qu'on a plein d'exemples dans l'histoire où des révolutions scientifiques se sont construites sur la base d'une controverse parce qu'il y a un chercheur qui s'est pointé en disant non, moi j'ai raison, vous avez tous tort, et en fait l'histoire lui a en fait donné raison par la suite. Donc c'est pas forcément évident d'établir une interprétation correcte dans un contexte qui n'y est pas favorable. Et une fois qu'on a bouclé ce cercle ici de la démarche scientifique, éventuellement, il y a une publication qui va sortir, donc une étude scientifique, ça on en parlera vraiment à la fin, et je m'arrêterai là-dessus. Et à mon sens personnel, en tant que chercheur, moi, quand on me demande « ouais, mais qu'est-ce que tu qualifies d'une bonne étude scientifique ?» Moi, à mon sens, c'est une étude qui, une fois qu'elle a répondu à une première question, quand on regarde les conclusions de l'étude, ça soulève d'autres questions. C'est ce que je vous disais avant, cette machine qui est auto-alimentée, c'est-à-dire en répondant à une question, on en soulève d'autres. Et c'est pour ça que j'ai représenté la démarche scientifique par un cercle, en fait, par un serpent qui se mord la queue. Donc, pour le reste de l'exposé, je vais garder ce petit encart de la démarche scientifique dans un coin de la présentation. Et je vais faire le déroulé du propre projet de recherche auquel j'ai eu la chance de participer, et on verra les différentes étapes et comment, en fait, on en est arrivé là. Quelles sont les questions qu'on s'est posées et comment, en fait, on a fait pour faire notre science et arriver à l'étape ultime qui est, en fait, la publication. Donc voilà, après cette brève introduction, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, exit la Covid-19 pour quelques minutes. Moi, le Covid, c'est pas du tout mon domaine d'études. La virologie, j'y connais pas grand-chose. Moi, je m'intéresse beaucoup plus au cerveau. Et tout particulièrement, comme Jean-Yves l'a souligné pendant l'introduction, je m'intéresse tout particulièrement à comment est-ce que fait un organisme qui dispose de membres et de muscles et d'un squelette interne pour se mouvoir. En fait, moi je m'intéresse au mouvement.
Et je pense que j'apprends à personne que si je prends l'être humain en exemple, on est tous capables de faire une myriade de mouvements qui est absolument incroyable. On est tous capables de se mouvoir dans l'espace avec une précision qui est juste exceptionnelle quand on voit qu'un être humain de 80 kilos est capable de faire des mouvements extrêmement impressionnants. Avec toute la technologie qu'on a actuellement, on n'arrive pas à construire des robots qui soient aussi efficaces. Malgré tout le savoir qu'on a en robotique, on n'arrive pas à reproduire vraiment très finement le mouvement humain. Et là, je vous ai représenté 3 types de mouvements qu'on fait tous les jours. Le mouvement réflexe, ça, tout le monde connaît. On va chez le médecin, il vous tapote sur la rotule et vous avez la jambe qui se lève. Ensuite, il y a des mouvements qu'on qualifie d'automatiques, semi-automatiques, c'est-à-dire des mouvements que, si je les résume très grossièrement, c'est des mouvements qu'on fait sans même y penser. C'est pour ça que j'ai illustré ça par la marche, parce que quand vous marchez, en général, dans la rue, vous pensez à votre destination. Vous ne pensez pas au fait que vous devez placer votre jambe droite puis votre jambe gauche, et ce, jusqu'au moment où vous arrivez. Vous pensez à autre chose, vous êtes libre de penser à autre chose. Et après, on arrive à une 3e catégorie de mouvements qui est beaucoup plus complexe, qu'on appelle le mouvement volontaire. Et ça, c'est les mouvements qui sont dirigés par un but, mais qui nécessitent que l'effecteur, donc la personne qui réalise le mouvement, soit un minimum concentré pour pouvoir le faire. Alors, ça va du simple fait d'attraper ma tasse de café sur mon bureau quand j'ai soif à un sportif de haut niveau qui est censé faire une reprise de volée à un instant T extrêmement précis. Voilà, donc ça couvre une gamme de mouvements qui est extrêmement large. Et ce qui est vraiment intéressant au niveau du cerveau, c'est que pour faire cet ensemble de cerveau, cet ensemble de mouvements, pardon, en fait, on n'a qu'un seul cerveau pour le faire. Et c'est ça qui est fantastique, c'est-à-dire qu'un seul organe, aussi complexe soit-il, il est capable de générer une multitude de mouvements qui, eux, sont capables de répondre à une multitude de situations et qui nous permettent, en fait, ça nous permet à nous, tous les jours, de nous voir dans notre environnement et de faire nos vies. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de savoir comment est-ce que notre cerveau, il fait pour nous permettre de bouger, globalement. Donc, c'est la question suivante, c'est la question qui cache la question subsidiaire à laquelle j'essaierai de répondre plus tard, c'est globalement comment on fait pour bouger. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter la chaîne à l'envers, c'est-à-dire on va partir de la fin de l'action, de l'effecteur, c'est-à-dire le muscle. C'est pour ça que je l'ai représenté par un ouvrier en bâtiment. Le muscle, c'est vraiment celui qui fait le sale boulot. C'est celui qui va exécuter le mouvement et c'est lui qui est la manifestation physique du mouvement. Ce muscle, vous le savez sans doute, il est contrôlé par des nerfs qui émanent de la moelle épinière, qui est la partie caudale du système nerveux central qui descend le long de la colonne vertébrale. Et cette moelle épinière, c'est un petit peu le contremaître sur un chantier, c'est le premier niveau de coordination des muscles. C'est-à-dire que c'est la moelle épinière qui va dispatcher les grandes informations aux différents groupes de muscles pour qu'on puisse exécuter un mouvement. Et cette moelle épinière, elle est en communication avec un big boss qui est au-dessus, qu'on appelle le néocortex, qui est logé dans principalement le cortex moteur, qui est situé à peu près ici au milieu du néocortex, qui est logé dans l'encéphale et la boîte crânienne. Et en fait, le néocortex, quand le mouvement qui doit être exécuté est vraiment complexe, en fait, c'est le néocortex qui va établir le plan. Ce qu'on appelle la commande motrice. En fait, c'est vraiment le plan d'architecture qui permet de construire le mouvement d'un point de vue séquentiel. Il contient toutes les actions qui doivent être faites, quel muscle doit être stimulé, à quel moment, etc. Donc, c'est un plan qui se découle dans le temps. Ce plan moteur, il est envoyé à la moelle épinière et la moelle épinière va redispatcher aux différents muscles et on est capable, du coup, d'exécuter un mouvement. Et ça, en général, on le fait sans même s'en rendre compte. Tout est en fait pas automatique, mais en tout cas, c'est une machine qui est extrêmement bien huilée. Et au-dessus de ça, il y a la partie du cerveau que je préfère, qui s'appelle le cervelet. Lui, en fait, son rôle, ça va être de chapeauter les différents éléments qui constituent la chaîne des mouvements. C'est pour ça que nous, dans le labo, on aime bien appeler le cervelet un peu le chef d'orchestre. C'est lui qui va superviser à la fois le néocortex, à la fois la moelle épinière et à la fois les muscles, mais aussi d'autres structures cérébrales qui sont impliquées dans le mouvement. Et en fait, le cervelet, il va vraiment faire office de chef d'orchestre. C'est lui qui va coordonner l'intégralité de ces structures neuronales. Et tout ce dans un seul but, c'est que à tout moment de notre vie, on réalise le mouvement le plus efficace et le plus précis possible. Tout ça dans ce but. Donc, vous allez me dire, c'est bien beau, mais comment est-ce que fait le cervelet pour exécuter son rôle ? En fait, pour ce faire, le cervelet va apprendre en fait, à prédire le futur. Ça paraît
assez fou dit comme ça, mais en fait, le cervelet est un espèce de supercalculateur qui va, basé sur ce qu'il enregistre en temps réel du mouvement du corps dans son intégralité, il va être capable de prédire le futur d'une action qu'on n'a même pas encore exécutée. Si on regarde à gauche la chaîne d'exécution du mouvement en l'absence de cervelet, en fait, ce qui se passe, c'est ce que je vous ai dit avant, le plan moteur est envoyé par le cortex, qui l'envoie à la moelle épinière dispatche ces informations aux différents muscles qui se contractent et se décontractent de manière séquentielle, bien organisée dans le temps pour exécuter le mouvement en question. Et une fois qu'ils ont fait ce travail-là, eh ben, les muscles vont envoyer une information en retour à la moelle épinière, qui ensuite renvoie le tout au cortex. Et si on devait rester sur ce modèle-là, c'est-à-dire un modèle séquentiel, où à chaque étape du mouvement, on est censé attendre que la première étape soit finie pour enclencher la deuxième, etc., etc., en fait, ça prendrait un temps considérable et on serait tout juste capable de faire des mouvements, on serait tout juste capable de faire des mouvements à peine fluides, c'est-à-dire très saccadés. Et ce serait absolument pas possible de vivre comme ça. On ne serait pas capable de faire les mouvements qu'on sait faire d'habitude. Et ça, on s'en est rendu compte parce que les patients qui souffrent de lésions au niveau du cervelet ou alors de maladies neurodégénératives qui sont associées au cervelet, c'est comme ça qu'ils se comportent. Ils ont beaucoup de mal à marcher, ils présentent des tremblements, ils sont en fait incapables d'attraper une tasse de café sans trembler et sans avoir le bras qui part un peu dans tous les sens. C'est ce qu'on appelle des phénotypes ataxiques. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'était le cervelet qui était responsable de la coordination fine du mouvement. Et pour ce faire, en fait, le cervelet, donc si on reprend la chaîne ici à droite de comment se passe le mouvement, le cortex, quand il va envoyer sa commande motrice, eh bien, en fait, il va envoyer une copie au cervelet en même temps. Et le cervelet, lui, son job premier, c'est en temps réel, à n'importe quel point du temps, le cervelet va analyser l'état du corps dans lequel il se trouve. C'est-à-dire là, moi, quand je vous parle et que je suis assis, mon cervelet, il sait que je suis assis, que je bouge légèrement mes mains, et il sait exactement ce que je fais à n'importe quel... il sait ce que je fais à l'instant présent. Et quand je vais vouloir faire un mouvement, mon cervelet, il va recevoir la copie du programme moteur, donc il va recevoir le plan de ce que je veux faire, et il va le comparer avec la position dans laquelle je suis avant même que le mouvement ait commencé. Et juste avec ce calcul, le cervelet est capable de prédire dans quel état mon corps devrait se trouver au moment où j'aurai fini de faire mon mouvement. Ça paraît assez capillotracté, mais de cette façon, le cervelet, il est capable de prédire le futur, et ça va beaucoup plus vite que si on était coincé sur une boucle de retour où on devait attendre le retour de chaque séquence du mouvement. Et grâce à ça, on est capable de faire des mouvements extrêmement complexes, mais aussi également extrêmement fluides. Et en fait, pour faire ça, faire ce job de comparer l'état du corps à n'importe quel instant et comparer ça avec le plan d'action pour prédire le futur en quelque sorte, le cervelet, pour faire ça, il agit comme un supercalculateur. Et ce supercalculateur, il contient des centaines de milliers de petits processeurs qui, dans notre cas, sont des neurones. Et là, je vous ai illustré, à mon sens, le plus beau neurone qu'on puisse trouver dans le cerveau, c'est-à-dire la cellule de Purkinje. C'est en fait les cellules de Purkinje sont comme des petits microprocesseurs qui composent le cervelet et qui vont en fait faire ce calcul, ou en tout cas une grosse partie du calcul qui permet en fait d'établir la prédiction du cervelet et dans le pire des cas, en fait, le cervelet est même capable de compenser le mouvement et de le corriger si jamais ça se passe mal. Et donc en fait, ces cellules de Purkinje, on en a plusieurs centaines de milliers dans notre cervelet et elles sont organisées autour d'un corps cellulaire. Ici, ce qu'on appelle le soma, c'est vraiment c'est ce que partagent tous les neurones. Hein. Tous les neurones partagent un soma et elle est caractéristique de par cette arborisation dendritique ici au-dessus, qui est absolument incroyable et qui est, je pense, l'arborisation dendritique la plus fournie qu'on puisse trouver dans le cerveau avec des centaines de milliers de petits branchements. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, je ne peux pas zoomer, mais si vous faites attention ici sur les branches terminales ici, vous voyez qu'il y a plein de petits points qui se trouvent sur ces branches-là. Chacun de ces petits points, c'est ce qu'on appelle une synapse. Alors je pense que l'immense majorité d'entre vous savent que les synapses, ce sont les points de contact entre deux neurones, et c'est ce qui permet la communication entre les différents neurones. Et en fait, chaque cellule de Purkinje, elle contient environ 200 000 synapses. C'est-à-dire qu'elle reçoit environ 200 000 elle reçoit potentiellement 200 000 messages de la part de 200 000 autres neurones à tous les instants de sa vie. Et ce dont on s'est rendu compte à travers de la recherche, c'est que sur ces 200 000 entrées
potentiels, il y en a environ que 15%, ça représente environ 30 000 entrées, qui sont véritablement importantes. Et en fait, ces entrées, elles viennent d'autres neurones qui sont présents dans le cervelet qu'on appelle les cellules granulaires. Et en fait, les cellules granulaires, elles vont communiquer à tous les instants les informations qui sont relatives à l'état du corps. C'est-à-dire que vous avez des cellules granulaires qui vont envoyer les informations qui viennent du pied, d'autres informations qui viennent de la tête, d'autres qui viennent des mains, des yeux, etc. etc. Et en fait, chaque cellule de Purkinje, elle a le choix entre 200 000 connexions, et pourtant, on s'est rendu compte qu'il y en avait environ que 30 000 qui étaient vraiment utiles et qui, en fait, permettaient vraiment de faire de la communication électrique entre les cellules granulaires et la cellule de Purkinje. Et ça a soulevé une question, parce qu'il y a un des grands principes en biologie qui est que la nature, elle déteste faire les choses dans le vide et faire des structures qui ne servent à rien. Donc là, quand je vous présente ça comme ça voudrait dire qu'il y a environ 170 000 synapses qui ne servent à rien, puisqu'il n'y en a que 30 000 qui sont utilisées. Et nous, on essaie de comprendre pourquoi, en fait, pourquoi est-ce qu'on en est à ce niveau-là. Pourquoi est-ce qu'on a, sur un seul neurone, 200 000 points d'entrée possibles, et en fait, il n'y en a que environ 30 000 qui sont utilisés. Là, je vous ai mis une autre représentation de la partie superficielle du cervelet ici. Vous avez toujours les cellules de Purkinje là, qui sont organisées en randonnion. Et là, vous avez tous les petits points représentent des cellules granulaires. Et en fait, les cellules en verte, ce sont celles qui vont effectivement contacter de manière fonctionnelle et de manière efficace la cellule de Purkinje ici qui est considérée. Donc là, je vous ai remis l'exemple de Paul McCartney qui traverse la rue. Ben, si on imagine que cette cellule de Purkinje, c'est une cellule de Purkinje qui va contrôler un des muscles de sa jambe, ça veut dire qu'elle est importante dans le cadre de la locomotion. Ça veut dire qu'elle est capable de contrôler les muscles qui sont impliqués dans la locomotion. Et pour faire son calcul, de faire le mouvement le plus précis et le plus efficace possible, eh ben, elle va devoir traiter plusieurs types d'informations qui sont nécessaires à l'établissement d'une locomotion vraiment efficace. Ça peut être des informations qui viennent du pied, ça paraît logique qu'on ait l'information de ses pieds quand on marche, mais ça peut aussi être l'information qui vient des mains, par exemple, au travers de cellules granulaires qui relaient l'information des mains, parce que quand on marche, on utilise ses mains en tant que balancier, donc on se dit c'est peut-être pas plus mal d'avoir l'information des mains, mais ça peut aussi être l'information visuelle, parce que c'est important de voir si on marche sur un sol meuble ou sur un sol un peu plus mou, ou est-ce que le sol sur lequel on se déplace, il va évoluer au fur et à mesure de notre parcours. Et donc nous, la question qu'on se pose, c'est dans le cadre de l'exécution d'un mouvement donné, comment est-ce qu'une cellule de Purkinje, elle fait pour savoir quelles entrées elle doit choisir pour faire son calcul. C'est vraiment, je voulais en fait résumer ici. Donc la question qu'on se pose, je le redis, comment une cellule de Purkinje sait quelle entrée synaptique elle doit choisir? Rappelez-vous, j'en ai 200 000 possibles, j'en ai que 30 000. Pourquoi en fait pourquoi la cellule, elle choisit de considérer que ces 30 000-là, et pas toutes les autres, et pas 30 000 autres, etc., etc. Et en fait, l'hypothèse qu'on a fait, nous, en se basant sur la littérature scientifique et sur des travaux antérieurs qui avaient été faits par le laboratoire, c'est que ce choix, il se fait en fonction du contexte dans lequel l'individu va évoluer. Si je reprends l'exemple de Paul McCartney qui traverse la rue, quand il marche, son cervelet, il est au courant que pour se déplacer, McCartney, il a ses deux jambes qui sont en état de fonctionnement, il a ses deux bras, il a toute sa tête, il est quelque part en pleine forme. Donc ça veut dire que les cellules de Purkinje qui gèrent la marche et les muscles des jambes, elles ont une représentation du corps humain qui est le corps humain est parfaitement fonctionnel, tout va bien. Mais si maintenant McCartney se fait une entorse de la cheville et qu'il se met à boiter, ben, quand il doit marcher, il est obligé de s'adapter et de compenser son mouvement pour pouvoir continuer à marcher malgré sa blessure ou son entorse. Et ben là, selon notre hypothèse, ben, ça veut dire que les cellules de Purkinje sont censées réarranger les connexions synaptiques qui leur arrivent pour en fait ajuster le calcul. Et donc en fait, l'hypothèse qu'on fait, c'est que dans le cas d'un besoin d'ajustement du mouvement, en fait, la structure du réseau de neurones entre les cellules en grain et les cellules du Purkinje est tellement plastique qu'en fait, on devrait constater un changement au niveau de ce réseau-là. Ça veut dire que la cellule de Purkinje, petit microprocesseur, il est censé choisir d'autres entrées qui sont importantes pour faire ce mouvement-là, dans ce contexte-là. Donc, l'hypothèse qu'on utilise, elle ne sort pas de nulle part. Hein. Pour faire ça, on s'est basé sur environ 41 études qui ont été publiées entre 1978 et 2020. Donc, en fait, le projet n'a même pas... Les expériences n'ont même pas commencé. Il a déjà fallu 40 ans de recherche scientifique pour arriver à se poser cette question-là. Donc, ça ne sort pas de nulle part.
Et ça a nécessité un travail en amont qui a été colossal. Alors, sur les 41 études, bien sûr, dans le laboratoire, on en a fait une ou deux, et toutes les autres, elles viennent d'autres groupes qui sont dispatchés à travers le monde. Et en fait, on s'est dit, OK, on est censé avoir des modifications du réseau synaptique entre les cellules en grain et les cellules des Purkinje, et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire pour visualiser ça? Là, ça n'a pas été une mince affaire, on s'est posé beaucoup de questions. Et en fait, on s'est dit, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse faire une cartographie du réseau. C'est-à-dire qu'on devrait être capable de cartographier les connexions entre les cellules en grain et les cellules de Purkinje. Et là, comment on fait pratiquement pour faire comment est-ce qu'on fait pour cartographier des synapses? Enfin, c'est pas mince à faire. Les synapses, elles sont coincées dans le cerveau, qui lui est coincé dans la tête. Déjà, on a un problème pour y arriver, ne serait-ce qu'un problème physique, parce que c'est encadré par le crâne. On s'est posé la question, est-ce qu'on peut le faire chez l'humain? Le faire sur un humain, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas les outils technologiques qui nous permettent de mesurer ce niveau de détail, qui nous permettent de mesurer des impulsions électriques au niveau des synapses. Ça, chez l'humain, on n'a absolument pas la technologie pour le faire. Donc, on s'est rabattu sur des modèles animaux parce que c'est éthiquement impossible de triturer la cervelle d'un humain juste pour les bienfaits de la science. Et c'est éthiquement discutable de le faire sur un rongeur. Donc nous, on fait ça au laboratoire parce qu'historiquement, on travaille sur les rongeurs. On fait ça de manière très encadrée. On est encadré par des professionnels de la santé animale, par des vétérinaires, etc. Donc on fait ça en accord avec eux. Et on a utilisé donc sur les rongeurs, pour faire des cartographies synaptiques, on a utilisé une technique qui s'appelle l'électrophysiologie in vitro. Donc en fait, ça consiste à faire des prélèvements. En fait, on prélève le cervelet sur des souris. Donc, ça nécessite de sacrifier l'animal. Donc, l'animal est mis à mort. Et en fait, on extrait le cervelet de la souris et on en fait des tranches, comme on ferait des tranches de saucisson, avec une espèce de machine avec une espèce de trancheuse un petit peu high-tech. Et on fait des tranches de cervelet qui vont être mis en incubation sur le reste de la journée. Et avec ça, on arrive à travailler sur du tissu ex vivo, donc en dehors de l'animal vivant, pendant quelques heures. Ça peut durer 6-7 heures sur une seule journée. Et une fois qu'on a fait ces tranches, on va les placer sous un immense appareil qui est constitué d'un microscope à épifluorescence. Et sous l'objectif du microscope, on a une cuve dans laquelle on peut déposer nos tranches de cervelet. Et donc la tranche se présente de cette façon. Ici, je vous ai remis les cellules de Purkinje ici et la couche qui contient les cellules en grain. Là, et ça, on le voit grâce au microscope. Et en utilisant des micromanipulateurs, on va pouvoir approcher des cellules de Purkinje avec une pipette d'enregistrement. Et cette pipette d'enregistrement, elle va nous permettre d'enregistrer les courants électriques qui sont présents dans la cellule de Purkinje à tout moment du temps. C'est là que ça va devenir un petit peu velu en termes d'explication. J'espère que je ne vais pas perdre la moitié. Du coup, on peut enregistrer ce qui se passe dans la cellule de Purkinje. Donc, en fait, on est capable d'enregistrer ce que voit la cellule de Purkinje en termes de connexion électrique et en termes de messages électriques qui viennent des neurones en amont. Et rappelez-vous que les neurones en amont, ce sont les cellules granulaires. Et après, on utilise un artifice que je n'ai pas détaillé ici. C'est-à-dire que dans la préparation, on va ajouter une molécule. C'est une molécule qui est dite photosensible, c'est-à-dire que quand on l'expose à un flash de lumière bleue, en fait, la molécule va en fait déclencher une réaction. Et la réaction qu'elle déclenche, c'est quand on stimule cette molécule, elle va libérer un neurotransmetteur. Et ce neurotransmetteur, il a pour effet d'activer les cellules granulaires qui ont été exposées au flash de lumière bleue. Donc en fait, les cellules granulaires ici qui sont exposées à la lumière, quand on flash la lumière, en fait, elles se mettent à parler, elles se mettent à envoyer des signaux électriques. Et ces signaux électriques, sous réserve qu'il y ait une synapse fonctionnelle entre les cellules en grain et la cellule de Purkinje, on va pouvoir mesurer ces signaux électriques avec la pipette d'enregistrement. Et quand on fait ça de manière séquentielle, en ciblant de toutes petites zones de la couche granulaire comme ça, les unes après les autres, on arrive à établir ce genre de cartographie synaptique. Donc là, en fait, on a comme une photo du réseau de neurones à un instant T. Et donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que dépendamment de où est-ce qu'on stimule dans le réseau, donc de quelles cellules granulaires on va cibler ici, eh ben, on peut avoir des cellules granulaires qui sont connectées. Et là, quand c'est noir ici, ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion. Ça veut dire que toutes les cellules qui sont présentes ici, en fait, elles ne parlent pas avec le neurone qui est ici. Donc, ça veut dire que ma cellule de Purkinje, sur les 200 000 connexions qu'elle peut faire, eh ben, les 30 000 qu'elle a choisies, elles viennent des cellules qui sont présentes ici, ou là, ou ici, mais pas en fait dans
les zones noires. Donc cette carte synaptique, c'est vraiment, comme j'ai dit avant, c'est une photo du réseau de neurones à en fait un instant T. Et en termes de résolution, on est à chacune des zones de stimulation, là, on est à environ 20 micromètres de long. Donc 20 micromètres, c'est 20 millièmes de mètre. On est à peu près, c'est 5 fois plus fin qu'un cheveu. Donc c'est c'est vraiment l'échelle la plus résolue qu'on peut avoir à l'heure actuelle d'un point de vue technique. Mais pour y arriver, ça nécessite qu'on travaille directement sur le tissu. On ne pourrait pas faire ça à travers le crâne en enregistrant des signaux externes. On n'y arriverait pas. Voilà. Donc là, c'est l'expérience qu'on a décidé de mettre en place. Donc il a fallu, même si au laboratoire, on est relativement équipé pour faire ce genre d'expérience en routine, il nous a fallu bien 6 mois, 1 an pour mettre tout ça en place et avoir une technique fiable où on sait que ça marche bien et qu'on n'a pas de problème sous-jacent au niveau technique. Donc là, au niveau de l'étude, je vous ai dit 40 ans de littérature. Je ne saurais pas estimer combien de temps il a fallu pour poser la question, mais je dirais à peu près 6 mois, 1 an. 40 ans de littérature, 1 an pour faire la question, à peu près 1 an de mise au point technique. Là, on est genre déjà, si on raisonne de manière absolue, on est déjà quasiment à 42 ans, qui se cache derrière une simple étude. Voilà. Donc, pour tester notre hypothèse, on s'est dit, OK, si le réseau de neurones, c'est le miroir de ce qui se passe au niveau du mouvement lui-même et que c'est dépendamment du contexte, et ben, si on place nos souris dans 2 contextes moteurs différents, ben, on devrait obtenir 2 cartes différentes. C'est exactement le rationnel de base, et ça partait d'un constat tout simple et de l'hypothèse qu'on a fait. Donc en fait, on a fait des cartes dans plusieurs types de souris. On a fait un premier groupe de souris qu'on appelle normales, c'est-à-dire des souris qui sont toute la journée, elles sont dans leur cage et tout ce qu'elles ont à faire, c'est manger, dormir et boire. Voilà, c'est tout ce qu'elles font. Et à côté de ça, on a fait des souris qu'on appelle un peu athlètes, entre guillemets, c'est-à-dire des souris chez qui on leur a fait passer un entraînement sportif. C'est tout bête, hein, on les a juste mis dans des roues. Ça paraît extrêmement bête dit comme ça, mais les souris adorent la roue dans la cage et elles peuvent courir des heures entières sans s'arrêter. J'ai même des souris qui peuvent courir jusqu'à genre 2 km par jour, enfin par heure. 2 km en 1 heure pour une souris, et ça équivaut pour un humain, ça équivaut à un marathonien qui court 40 km en 2 heures. C'est extrêmement impressionnant. Et donc, au niveau des résultats des cartes, on s'est dit, OK, on a 2 contextes bien différents qui nécessitent quand même des mouvements, même si ça reste de la locomotion. La locomotion d'un athlète, c'est pas la même que celle d'un être humain normal. Et en partant de ce rationnel-là, on pensait qu'on aurait des cartes qui seraient fondamentalement différentes. Mais là, quand vous regardez les 2, ben, c'est un petit peu tout pareil. Hein. Là, c'est allumé ici, c'est allumé ici. Là, il y a peut-être une petite différence, mais enfin, il y a franchement vraiment rien de très probant, quoi. Et quand on a fait des mesures sur ces cartes, histoire de quantifier, parce qu'on s'est dit la différence à l'œil, elle n'est pas très flagrante, du coup, on va essayer de quantifier. Et ce qu'on a fait pour quantifier, là, par exemple, on a juste compté, en fait, le degré d'activation de la carte, c'est-à-dire le nombre de zones qui sont actives versus le nombre total de zones qui, elles, sont plutôt silencieuses. Et là, quand on regarde les chiffres ici, alors là, on a fait le groupe de souris sauvages, donc ça, c'est les souris normales. Là, on a 2 groupes de souris dites athlètes. On a même poussé le bouchon en faisant d'autres groupes de souris, c'est-à-dire les souris chez qui on a fait une petite lésion au niveau de la patte pour simuler le cas de la boiterie dont je parlais avant, l'exemple avec Paul McCartney. S'il boite, il est censé adapter son mouvement et donc du coup, son cerveau est censé adapter ses cartes neuronales. Bah là, quand on regarde ici, il n'y a pas vraiment de grosse différence. Hein. Globalement, en moyenne, on est aux alentours de 15% d'activation. Ce qui correspond, alors c'est bien parce que ça correspond, les 15% correspondent à ce qu'on a vu jusqu'à présent dans la littérature, mais dans notre cas, ce degré d'activation, il n'est absolument pas dépendant du contexte moteur dans lequel se trouve l'animal. Et cerise sur le gâteau, on a utilisé un outil statistique pour vérifier ça, et on est tombé sur j'ai envie de dire la plaie du chercheur, hein, c'est ce fameux NS qui vient de l'anglais, qui veut dire non-significant. Et c'est ce qu'on retrouve souvent dans les études, notamment l'exemple sur l'étude du 20 minutes dont je vous ai parlé en amont, c'est qu'on dit les résultats n'étaient pas significatifs. Et en fait, un résultat pas significatif, c'est une déviation de l'anglais, parce que dans l'anglais, on dit non-significant, mais en anglais, c'est non-significant d'un point de vue statistique. Ça veut dire qu'en fait, ici, c'est pas significatif d'un point de vue statistique, ça veut dire que
les différences en termes de moyenne et d'effets mesurés sont trop faibles par rapport à l'échantillonnage qui a été fait. Parce que là, dans chaque groupe, on a environ une dizaine d'expériences. On a environ une dizaine de cartes dans chaque groupe. Et ben, si on n'a que 10 cartes, statistiquement, on ne peut pas conclure qu'elles sont en fait différentes les unes des autres. Et c'est ça qu'on entend par non significatif. Quand on lit une étude scientifique, ça veut dire qu'on ne peut pas conclure que nos résultats ne soient pas autre chose qu'une aberration mathématique. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Pour faire tout ça, là, tous ces groupes de souris, toutes ces cartes, reconstruire, faire l'analyse derrière, etc., c'est un boulot qui a pris à peu près 3 ans. Voilà. Donc en fait, là, on est arrivé à 3 ans de boulot et au bout de 3 ans, on se rend compte que les résultats qu'on a obtenus ne nous permettent pas de dire que l'hypothèse qu'on a avancée, elle est bonne. Et là, au-delà de l'aspect frustration qui est vraiment énorme, hein, ça, je vous le cache pas, il faut rebondir et se dire, ok, littéralement, on s'est posé la question parce qu'on est toujours convaincu qu'on a raison, hein, parce que la fierté du chercheur, hein, c'est très difficile de lui faire comprendre qu'il a tort. Et dans notre fierté, on s'est dit, ok, où est-ce qu'on a merdé? Et là, si on reprend le schéma que je vous ai montré avant, est-ce que c'est notre hypothèse qui est pas bonne? Est-ce que c'est l'expérience qui est pas bonne et qui ne permet pas de voir ce qu'on aimerait voir, ou est-ce qu'en fait ce sont tout simplement les résultats qui sont pas bons parce que on a fait une bêtise quelque part, mais on sait pas où. Et là, en fait, on a dû faire appel à tout notre bon sens et à toute notre réflexion. On a déjà écarté l'idée de l'hypothèse qui soit fausse parce que vraiment basée sur la littérature, cette option est la plus probable. Donc, l'option du contexte dépendant et que l'adaptation du mouvement conduit à l'adaptation du réseau de neurones, c'est vraiment l'hypothèse qui transparaît le plus si on se fie uniquement à la littérature. Donc, on s'est dit, c'est peut-être l'expérience qui n'est pas bonne, mais là, encore une fois, on n'a pas d'autre moyen de faire des cartographies synaptiques, ou alors c'est des moyens qui sont extrêmement compliqués, qu'on n'a pas au laboratoire, c'est pas accessible tout de suite. Pour avoir cette technologie, il faudrait un budget conséquent pour racheter du matériel ou alors collaborer avec d'autres gens, mais ça, c'est aussi un truc qui va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc on s'est raccroché au résultat. En fait, on a procédé par élimination. On choisit très rarement au hasard, hein. On ne va pas se le cacher, parce que le hasard, ça peut faire perdre beaucoup de temps. Donc on a procédé par élimination et on s'est dit forcément, au niveau des résultats, on a dû rater quelque chose. Donc, on a repris tous les résultats, on a regardé à l'œil et on s'est dit, ouais, là, si on regarde ici, par exemple, là, c'est différent d'ici. Pour une même zone, ici, là, c'est éteint, là, c'est allumé. Il faudra peut-être qu'on trouve une autre façon de quantifier ce qu'on voit ici, de façon à pouvoir faire une analyse mathématique des impressions qu'on a. Parce que l'avantage de l'analyse mathématique, c'est qu'elle permet de trancher de la simple intuition vers, effectivement, il y a une raison sous-jacente et, en fait, une véritable différence entre deux groupes. C'est ce qu'on a fait. On a littéralement changé notre fusil d'épaule, donc on a gardé les mêmes résultats et on est allé un peu plus loin. Et pour faire ça, je vais vous expliquer brièvement ce qu'on a fait. On a fait appel à 2 autres chercheurs. On a entamé une collaboration avec un chercheur de Strasbourg et une chercheuse de Marseille, qui eux sont spécialisés dans l'étude graphique des réseaux. C'est-à-dire qu'eux, ils bossent majoritairement sur des réseaux de neurones et leur dada, en fait, c'est d'explorer la forme mathématique un petit peu abstraite de ces réseaux-là. Donc, c'est à des années-lumière de ce que moi, j'ai l'habitude de faire tous les jours au laboratoire. Par exemple, eux, ils ont des outils mathématiques qui sont aussi tarabiscotés et imbitables que l'équation qui est présente ici. Même moi, cette équation, j'ai du mal à en saisir le but, mais bref, c'est un petit peu compliqué. Eux, par exemple, ils sont capables de quantifier d'un point de vue mathématique si un réseau est plutôt modulaire ou plutôt pas modulaire. Modulaire, donc ça veut dire qu'en fait, on a plein de petits patchs qui sont séparés par des zones qui sont silencieuses. Non modulaire, ça veut dire qu'en fait, le réseau, c'est juste une grosse tâche. Et eux, en fait, ils sont capables d'analyser ces propriétés graphiques qui sont mesurables sur nos cartes synaptiques. Et ce qu'ils ont fait, ce qui est vraiment génial, et ça a vraiment été le tournant de l'étude, et ça a été vraiment un super coup de boost pour le moral, comme quoi on ne s'est pas vraiment trompé. En fait, ils ont été capables de corréler la forme des réseaux de neurones avec les performances motrices de l'animal. En d'autres termes, ça veut dire que si on prend un animal qui s'est comporté d'une telle façon dans la roue, on est capable de prédire à peu près la forme qu'aura son réseau de neurones. Donc ça veut dire qu'on a pu identifier un lien vraiment très précis entre l'état des réseaux de neurones et
les performances et le contexte moteur dans lequel l'animal évolue. Donc pour nous, c'était bingo, parce que du coup, c'est bon, pour nous, on a répondu à notre question. D'un point de vue mathématique, c'est complètement viable, c'est complètement quantifiable. Du coup, super. Et simplement de faire ça, il n'y a pas eu d'expérience en plus, ça a pris 18 mois. Parce que le temps de monter la collaboration, d'échanger suffisamment pour qu'eux comprennent notre point de vue et que nous, on comprenne le leur, enfin tout ça, ça a nécessité beaucoup de communication, beaucoup d'investissement aussi d'un point de vue travail. Et ça a rajouté 18 mois, quasiment. Donc là, ça veut dire que le projet, de la question à la fin de l'histoire, qui en l'état est publiable parce qu'on a une histoire complète, ça a pris environ 5 à 6 ans. Voilà. Et du coup, nous, on a eu le jackpot, on s'est dit, OK, c'est bon, à notre question, comment est-ce qu'une cellule de Purkinje, elle sait avec quel neurone elle doit communiquer, l'hypothèse, ça se fait en fonction du contexte dans lequel l'individu évolue. Pico, on avait la réponse. Et du coup, il est temps maintenant de publier cette histoire sous la forme d'une étude, donc de résumer tout ce qu'on a fait, d'y mettre les résultats pour que ce soit accessible au reste de la communauté scientifique. Donc, on a soumis notre étude à un journal scientifique, là, début février 2021. Et je vais juste profiter des quelques minutes qui me restent pour faire pour vous expliquer comment se passe le process de publication. Très brièvement. Donc en fait, publier une étude scientifique, ça veut dire, en fait, c'est un petit peu le contrôle qualité de la recherche. C'est-à-dire quand vous achetez un produit qui vient de l'industrie, vous n'allez pas l'acheter si le produit n'est pas passé par un contrôle qualité. Ça paraît logique. Et en fait, nous, la publication dans le monde de la recherche, c'est vraiment un contrôle qualité. Ça veut dire ce qu'on fait une fois qu'on a fait notre étude, qu'on a fait un brouillon, qu'on appelle vulgairement un papier dans le milieu. Une fois qu'on a fait le papier, on a deux options qui en général se font en parallèle. La première, c'est qu'on va déposer ce papier sur des serveurs d'archives. Là, vous avez l'exemple du serveur BioArchive et l'exemple du serveur medRxiv, qui sont deux serveurs d'archives qui permettent de communiquer les résultats extrêmement vite et surtout d'assurer tout ce qui est pérennité, des découvertes scientifiques, etc. Parce que en l'état, ça laisse une trace. Mais je tiens juste à dire une chose, c'est que, et ça je l'ai vu dans les médias généraux pendant la Covid, il y a plein de médias qui ont titré oui, d'après une étude qui a été publiée dans medRxiv. Si vous voyez medRxiv mentionné dans un journal genre Le Figaro machin, vous ne prenez pas, parce que ça veut dire que cette étude, elle repose uniquement sur la bonne foi des gens qui l'ont écrite. Donc en fait, elle n'a pas passé de contrôle qualité, quelque part. Et en fait, ce contrôle qualité, il passe uniquement par la publication dans des journaux scientifiques spécialisés, c'est-à-dire une presse scientifique qui est spécialisée. Je vous ai mis certains exemples. Vous avez les plus gros que sont Nature et Science, vous avez des très spécialisés dans les neurosciences, comme Neurone et le journal des neurosciences. Et voilà, c'est différents types de presse. Et en fait, quand vous envoyez le papier à des journaux, en fait, ce qu'ils font, l'éditeur du journal va envoyer le papier à différents experts qui sont indépendants, des gens qui ont fait l'étude. Et en fait, ces experts, c'est ce qu'on appelle le peer reviewing, ou la révision par les pairs. Et en fait, ce peer reviewing, il sert à ce que des experts indépendants, des chercheurs qui ont fait l'étude, ils puissent certifier que l'étude, au moins, elle tient la route. Et c'est-à-dire qu'elle répond aux critères scientifiques en vigueur et dire, OK, cette étude, elle est sérieuse, elle a été faite correctement, elle n'a pas été faite avec les pieds, ça ne sort pas de nulle part, c'est rigoureux, il y a des analyses derrière, c'est statistiquement vérifiable, etc., etc. Et une fois que les reviewers, comme on les appelle, ils ont lu l'étude, ils l'ont décortiquée, ils font un rapport à l'éditeur du journal, et en se basant sur ce rapport, dans la plupart des cas, l'éditeur va rejeter le papier et dire « ouais, c'est bien ce que vous avez fait, mais il faudrait un peu plus de boulot, c'est pas tout à fait parlant, pas tout à fait satisfaisant pour notre journal. Ils ont des formules très pompeuses pour rejeter les gens de manière de manière très polie. Voilà. Et là, ça nécessite de retravailler un peu l'étude à la lumière des critiques qui ont été établies par les reviewers. Et après, on repart sur un cycle, on refait un autre papier un petit peu modifié, on leur envoie un autre journal, etc. Et puis ça peut boucler comme ça pendant des lustres, si besoin. Et l'autre scénario, beaucoup plus optimiste, c'est que le journal va dire « Ok, l'étude est bien ficelée, c'est intéressant, ça parle à la communauté scientifique, du coup, on va le publier. » Et en général, la publication se fait sous réserve de légères modifications qui peuvent être demandées par les gens qui ont fait la revue. Et le fait que je vous explique comment ça marche, la publication scientifique, c'est vachement important parce qu'il y a en fait une véritable disproportion
entre ce qu'on trouve dans la littérature générale, donc c'est-à-dire les médias généraux, hein, ça peut être à la télé, journal de TF1, ça peut être le 20 minutes, le Figaro, etc. Il y a un vrai gap entre ce qu'on trouve dans ces médias-là et ce qu'on trouve dans les médias scientifiques. Donc là, c'est ma dernière slide. J'aimerais juste répondre à une question qu'on me pose très souvent et qui est vachement sortie maintenant avec la crise du Covid. C'est que, ok, mais toi, quand tu lis dans un journal que d'après une étude, il y aurait de la vie sur Mars, etc., comment tu fais pour savoir si c'est vrai ou pas? Je me fais en fait ma propre opinion. Et la chose que j'aimerais vous dire et que j'aimerais que les gens retiennent de ça, c'est que les conclusions de n'importe quelle étude scientifique, elles sont toutes relatives. En science, il n'y a pas de vérité absolue. En général, quand un chercheur dit qu'il a la vérité absolue, les autres chercheurs le regardent un peu comme un fou et ils pensent que c'est un petit peu un illuminé. Et on en a vu des comme ça avec la crise du Covid, hein, parce que certains chercheurs, aussi évidents soient-ils, se sont mis sur le devant de la scène, pensaient qu'ils avaient raison. Au final, ils avaient tort, parce qu'ils sont allés trop vite, et parce que toutes les conclusions de n'importe quelle étude sont relatives. Et il y a un peu ce phénomène de poupée russe qui existe, où vous avez la revue scientifique, donc les journaux scientifiques, qui concentrent absolument tous les éléments de l'étude. Vous avez le pourquoi on l'a fait, le comment on l'a fait, les résultats, machin, vous avez tout. Et en fait, derrière ça, il y a une presse un peu plus vulgarisée, c'est-à-dire une presse qui a l'interface entre le grand public et la recherche. Donc, ils vont prendre des éléments des études, ils vont un petit peu les prédigérer pour que ce soit accessible au grand public. Et après ça, vous avez le dernier morceau du gâteau que sont les médias généraux. Et en général, les médias généraux, ils reprennent qu'une phrase ou deux de conclusion à la fin de l'étude. Et c'est exactement la pire chose à faire. Parce que sortir les conclusions d'une étude, sortir les conclusions du contexte d'une étude, c'est ce qu'il y a de pire à faire. Et c'est ce qui conduit à toutes les mauvaises interprétations qu'on a pu constater dans la presse, particulièrement cette année avec le contexte de la Covid. Voilà, ce traitement, il marche pas, ce vaccin, il marche pas. Il faut faire attention à ça. Et ce que je dis à mes proches, aux gens qui m'entourent, je dis, en général, si vous voulez avoir la réponse, allez lire l'étude par vous-même. C'est pas forcément facile, parce que lire une étude scientifique, ça prend du temps, c'est long. Même moi, je veux dire, c'est mon boulot, mais quand je veux lire un papier bien, il me faut genre 2 heures. Et pour le comprendre, il me faut quelques jours derrière, pour vraiment saisir l'essence du message des auteurs. C'est pas juste lire la conclusion et voilà. Donc, ce que je recommande aux gens pour savoir qui dit la vérité quand on lit d'après une étude dans un journal, dans un média général, c'est de récupérer les informations de ladite étude. En général, elles sont communiquées. Là, par exemple, dans le 20 minutes, il disait l'étude, elle vient du Danemark, il donnait le titre de l'étude, les auteurs et le journal dans lequel ça avait été publié. Et quand c'est comme ça, en fait, vous pouvez utiliser différents portails sur Internet pour retrouver les études à partir des informations que vous avez trouvées dans la presse générale. Le portail le plus connu, c'est PubMed, hein, c'est sous l'initiative du NIH aux États-Unis. Eux, ils centralisent toutes les études biomédicales du monde. Vous avez aussi Google Scholar qui est très pratique, qui contient toutes les études. Et là, vous avez accès en fait au papier lui-même. Et vous avez toute la liberté de lire l'étude par vous-même et de vous faire votre propre opinion. Le seul truc un peu embêtant, c'est que souvent, elles sont payantes. Alors, quand une étude est payante, on peut en fait contourner ça en utilisant le portail qui s'appelle SciHub. Attention tout de même, il est bloqué par les distributeurs Internet en France, donc il faudra un VPN pour y accéder. Donc, moi, avec ça, vous pouvez lire n'importe quelle étude scientifique dans le monde. Et le seul corollaire de ça, c'est que c'est très, très, très indigeste de lire une étude scientifique parce que c'est un format très particulier, c'est très long, etc. Par contre, il existe plein de sites web spécialisés qui, en fait, font une prédigestion des études scientifiques et qui les rendent vraiment accessibles au grand public et en fait, ils extraient vraiment la quintessence du message, mais sans le mettre hors contexte. Ce qui fait qu'on est à peu près à la meilleure interface entre lire l'étude directement et lire l'étude à travers un 20 minutes ou un média complètement général. Vous avez l'exemple du journal du CNRS qui fait ça très bien, et vous avez l'agence Science Presse que j'affectionne particulièrement, qui est un site canadien. Et en fait, leur dada, c'est de prendre toutes les études contemporaines. Ils ont fait un gros travail pendant le Covid, et en fait, ils font un résumé accessible à tous de ces études-là, mais en gardant les limites qui sont aussi montrées en général dans les études quand on les prend de manière brute. Et je finirai juste pour aller plus loin. Pour ceux qui voudraient savoir plus en détail
comment ça se passe, la publication scientifique et comment sont construites les études scientifiques de manière générale. Il y a 2 vidéos sur YouTube qui sont vachement intéressantes et qui compilent un peu tout ça. La première, c'est de la chaîne Science Étonnante. Et le titre, c'est Comment fact-checker une étude scientifique. Tout est dans le titre. Hein, voilà. Donc, en fait, il vous explique comment sont faites les études scientifiques, est-ce qu'il peut y avoir des pièges, où est-ce qu'ils sont, etc. Et ça permet vraiment aux gens de se faire leur propre idée sur les études scientifiques qu'ils seront peut-être amenés à lire. Et la deuxième vidéo, ça, c'est plus autour de la mafia scientifique qui est organisée autour du système de publication. Parce que la publication des études scientifiques, c'est un business, malgré tout. Et qui dit business dit qu'il y a des pratiques un petit peu sans vergogne qui se passent là-dedans. Et ce ne serait pas dérangeant si ces pratiques ne pouvaient potentiellement pas inférer avec la diffusion au plus grand nombre des résultats scientifiques. Voilà. Je pense que j'ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et j'espère que je vous aurai un peu plus éclairé sur comment se passe la recherche un petit peu dans tous les jours, quelles sont un petit peu les contraintes qu'on a. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Bien, merci Ludovic pour cette belle présentation. Si vous le voulez bien, on va passer à quelques questions pour finir. Ouais, bien sûr. Je vais me permettre de rebondir sur la dernière intervention sur les publications et les petites choses à aller voir sur YouTube. On peut quand même se demander si les études scientifiques ne sont pas à l'heure actuelle en bataille sans cesse avec finalement les contextes économiques et politiques qui finalement la biaisent. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de biaisé, quid des biais cognitifs aussi dans les études scientifiques? Alors, si je comprends bien la question, c'est est-ce qu'on retrouve des biais cognitifs dans les études scientifiques, c'est ça? Voilà, quelle peut être l'influence d'éventuels biais cognitifs et puis finalement, est-ce que c'est plus biaisé par le fait que le contexte économique et le contexte politique sont bien présents, quoi? Comment est-ce que ça s'articule tout ça et quelle est la vision d'un chercheur sur ces aspects? Pour moi, l'un des plus gros biais qu'on retrouve au niveau de la publication scientifique, alors c'est bien évidemment pas dans l'étude en elle-même que ça se retrouve, mais c'est plutôt sur comment est-ce que l'étude va être mise sur le devant de la scène. Le premier biais cognitif, c'est l'argument d'autorité, c'est que en général, on accorde plus de crédit aux études qui viennent des chercheurs qui ont une renommée mondiale et qui ont un CV long comme le bras, ou alors on accorde plus de crédit aux études qui viennent des universités les plus prestigieuses ou alors des grands laboratoires et ces choses-là. Donc ça, c'est le premier biais cognitif, oui, c'est l'argument d'autorité. Mais et encore que, on a vu par exemple avec le scandale du Lancet là, sur la chloroquine que le Lancet, qui est quand même l'un des journaux de médecine les plus réputés du monde, ils n'étaient pas à l'abri d'une fraude. Et en fait, ils ont eu un cas de fraude énorme. Donc, ouais, oui, le contraire peut arriver, mais c'est assez rare. Ouais, à mon sens. Justement, est-ce que vous seriez amené à dire un petit peu ce que nous dit un intervenant qu'on connaît bien qui s'appelle Étienne Klein, oui, qui lui souvent intervient en disant qu'il faut finalement, quand on fait de la recherche scientifique, certainement penser contre notre cerveau, réfléchir contre soi-même et contre les préjugés environnants. Est-ce que ça, vous le constatez aussi, penser contre son propre cerveau pour mener à bien finalement une étude? Je partage la vision d'Étienne Klein dans une certaine mesure. C'est une vision vraiment très cartésienne et très cartésienne de la recherche, qui n'est pas fausse en soi, qui est très importante. C'est dans le sens où on est censé lutter contre soi-même, parce que si on veut être le plus objectif possible, on ne peut pas faire confiance à ses propres sens. En fait, ça c'était le raisonnement de Descartes, poussé à son paroxysme. Il est toujours vrai. En soi, en fait, on se bat tous les jours contre des préjugés que nous-mêmes on peut avoir, mais d'un autre côté, dans ma recherche personnelle, je pense avoir franchi des étapes et je pense que j'ai trouvé des résultats intéressants, aussi bien en me faisant confiance qu'en ne me faisant pas confiance. Tout ça, il y a un petit peu cette dualité
Et ça, je pense que c'est uniquement l'expérience du chercheur qui peut répondre à cette question, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'il doit suivre son instinct et à quel moment est-ce qu'il ne doit pas le suivre. Et ça, je pense que c'est un des moteurs de la recherche que nous, en tant que chercheurs, on doit faire face à ça quotidiennement, presque tous les jours. Et l'exercice le plus difficile, il est là-dedans. C'est à quel moment est-ce que je me plante? Parce que à quel moment est-ce que j'ai suffisamment d'arguments pour me dire non, arrête-toi là, tu te plantes et va ailleurs. C'est extrêmement compliqué, mais c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure de l'expérience et des acquis et qui progresse avec le temps. Et même si on a malheureusement des fois constaté des cas de chercheurs, même éminents, qui se sont plantés à un moment ou à un autre, mais l'échec fait partie de l'apprentissage. On en a besoin quelque part. Et le hasard dans tout ça? Oula, une question philosophique. Je pense que la place du hasard, elle dépend de la définition qu'on accorde au hasard. Moi, à titre personnel, le hasard, je le défie comme l'ensemble des éléments qui sont inexplicables, insoupçonnés et indéterminés. Donc, ça arrive. J'ai même un ami qui fait une thèse dans l'histoire des sciences qui est basée sur la pseudo-sérendipité et sur la sérendipité dans les sciences. Sérendipité, c'est un phénomène de hasard. C'est le fait qu'on tombe sur un résultat alors qu'en fait, on ne le cherchait pas du tout. Ça arrive complètement, mais je pense pas que ce soit, à l'heure actuelle, vu toutes les contraintes qu'on a budgétaires, le fait qu'il faille être extrêmement efficace, la compétitivité, je pense que tous ces facteurs-là qui sont liés à la progression de la vitesse de la science et aussi à l'augmentation des budgets qui y sont alloués et de la balance économique qui est associée, ça laisse de moins en moins la place au hasard, à mon avis. On a un petit peu moins cette liberté de faire une expérience juste parce qu'on a envie de la faire ou juste parce qu'on a une intuition sur le coup. On est vraiment plus dirigé par un but à long terme. Donc je pense qu'il y a un petit peu moins de place pour le hasard quand même, à l'heure actuelle. Et comment finalement est-ce qu'on arrive en tant que chercheur à contrôler quelque part son cerveau pour se dire oui, je suis un scientifique et je n'ai pas à chercher à prouver un résultat qui m'arrange? Comment est-ce qu'on… Je n'ai pas à chercher à prouver un résultat qui m'arrange. Un scientifique, on est bien d'accord qu'en tant que scientifique, votre but, ce n'est pas de chercher à tout prix un résultat qui va vous arranger. On est d'accord. Mais à un moment donné, on est peut-être juste à cette limite-là. Alors, comment est-ce qu'on veille à tout ça et comment est-ce qu'on contraint notre cerveau à dire mais non, il ne faut pas que je le fasse? Alors ça, on le fait déjà. Pour faire ça, en fait, on n'est pas seul. On communique énormément. Et en fait, parce que à un moment, quand on est face à soi-même, on a besoin de l'intervention des autres pour prendre une décision. Et c'est en communiquant et en discutant ces résultats au fur et à mesure de l'avance du projet avec d'autres chercheurs du domaine qu'on arrive à se persuader de si on a raison ou si on a tort. Parce que, si moi demain je présente un résultat à 100 chercheurs et que les 100 me disent bah non, tu te plantes, je vais essayer de faire preuve de pas trop je vais essayer de pas être très effronté et puis je vais voir si je peux pas explorer une autre piste derrière. Donc en fait, pour lutter contre nos propres démons, on a besoin des autres. Et c'est ce qu'on fait, on communique tous les jours. On communique tous les jours, toutes les semaines avec des chercheurs à travers le monde entier pour confronter les résultats, on participe à des congrès, on expose notre science à nos pairs et c'est vraiment que comme ça qu'on arrive à se sortir de ces pièges-là. Justement, pour rebondir, on communique beaucoup à notre époque, on est bien d'accord. Il y a beaucoup d'échanges. Est-ce que finalement, on ne tend pas vers une survalorisation de la démarche scientifique qui pourrait laisser croire que pour comprendre, finalement, il suffit de faire, quoi, en gros? Non, honnêtement, je dirais pas jusque-là parce que faire, c'est bien beau. Faire de la science pour faire de la science, c'est… Si c'est juste faire une démarche, si c'est juste faire des expériences pour faire des expériences, ça n'a aucun intérêt parce que c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie et surtout c'est une perte d'argent. Donc
C'est pour ça qu'il est hyper important d'avoir un cadre et d'avoir en fait une première idée, de savoir où on va pour donner une direction générale à nos recherches de tous les jours. On ne peut pas se permettre comment dire, de juste faire des expériences pour faire des expériences. Ça n'a aucun sens. Et je pense je pense que l'immense majorité des chercheurs, si on pouvait se passer de faire des expériences et plutôt raisonner d'un point de vue théorique, on le ferait. Parce que l'expérience, c'est une partie extrêmement chronophage et ça consomme en énergie, ça consomme en ressources. Et quelque part, quand je dis ça, j'en viens à envier mes collègues de la physique théorique qui ont juste besoin de leur cerveau, quoi. Quelque part, je les envie. Alors justement, si on a juste besoin de notre cerveau, est-ce que vous qui êtes un spécialiste en neurosciences, est-ce que vous pensez qu'un jour on va tendre à améliorer les performances du cerveau, soit par, je sais pas, des modifications génétiques ou par la fameuse intelligence artificielle? En quoi ça pourrait se faire et en quoi ça pourrait aider un chercheur comme vous? En quoi ça pourrait littéralement, c'est. Est-ce que ça semble faisable déjà? Est-ce que ça semble faisable? Alors, on arrive déjà à stimuler les capacités cognitives en utilisant certaines pharmacologies, certaines substances plus ou moins légales. Ça, on y arrive depuis environ quelques décennies. Le seul truc, c'est que ça ne marche pas dans le temps. Et en général, il y a une balance bénéfice-risque qui est largement en faveur du risque plutôt que du bénéfice. Mais là, je pense qu'on tombe. Si j'ai virtuellement l'impression qu'on y arrivera d'un point de vue technique, ça, je pense, parce que maintenant, il y a de plus en plus d'outils qui nous permettent, ou en tout cas sur le papier, d'inférer directement avec l'état des neurones dans le cerveau d'un individu en pleine possession de ses moyens et d'un individu vigile. Je pense que là, on tombe plutôt sur un problème éthique, je pense, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait utiliser la recherche en neurosciences pour booster le potentiel cognitif de l'être humain? Mais moi, la question que j'ai derrière, c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je ne suis pas certain qu'on en ait besoin parce qu'on a déjà des esprits qui sont éminemment brillants et qui font un travail exemplaire. Maintenant, si vous me posez la question de est-ce qu'on peut utiliser cette méthode pour pallier les problèmes d'un enfant qui est déficient mental, à 100%, parce que du coup, on peut passer d'un enfant qui a une vie complètement désastreuse à un enfant qui a une vie relativement normale. Dans ce cas-là, je signe tout de suite. Mais d'un point de vue éthique, même si c'était stimuler ma propre intelligence, je ne suis pas sûr que je le ferais moi-même, parce que je ne serais pas capable d'évaluer les conséquences que ça pourrait avoir sur ma propre personnalité. Alors justement, on a une question ici qui ramène au modèle animal. Oui. Dans quelle mesure les résultats obtenus chez les animaux peuvent être extrapolables aux humains? Ce que vous en savez, vous, dans votre propre recherche. J'ai envie de dire que tout dépend de la question et du domaine qui est considéré. Après, je vais parler pour les neurosciences. Ils sont dans la plupart des cas, c'est en fait une grosse question, mine de rien. Je ne pourrais pas le quantifier, mais déjà, le passage sur l'étape de l'animal, il est de toute façon primordial, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on fait sur on peut pas avoir la même approche sur un humain et sur un animal. Après, la projection de ce qui se passe à l'animal vers l'humain, ça constitue la base de notre travail. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on fait ce travail. C'est parce qu'on sait qu'on peut transposer l'immense majorité des principes fondamentaux qu'on trouve en neurosciences et en biologie du système nerveux. Tout ce qui est mécanistique, j'ai envie de dire, c'est dans une certaine mesure complètement transposable de l'animal à l'humain. Après, là où le bas blesse, c'est quand on essaye d'explorer des fonctions cognitives qui sont propres aux humains, mais quand on cherche à transposer ça sur l'animal, c'est même là que c'est plus difficile, en fait. C'est-à-dire que quand on raisonne sur des maladies, par exemple des maladies du système nerveux qui sont propres à l'humain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des modèles animaux qui miment en partie
qui mime les symptômes des maladies qu'on observe chez les humains, mais on fait ça parce qu'on est intimement convaincu et qu'on a en fait de solides arguments pour dire que si on trouve la raison mécanique du problème chez l'animal, on arrivera à le transposer chez l'humain sans aucun problème. Ok, on va peut-être bientôt conclure. Peut-être encore une question qui m'est donnée, une question un peu personnelle finalement. Ok. Oui, à la fin de cette présentation, et la question est de savoir, au cours de votre parcours, quand avez-vous décidé de devenir chercheur et non pas, comme je l'ai pu lire, d'aller garder des chèvres? Et puis ensuite, à partir de ce moment où vous êtes devenu chercheur, de ce métier qui est le vôtre, comment est-ce que vous ressentez ce métier maintenant vu de l'intérieur? Est-ce que quelle image vous en avez? Est-ce que ça correspond à l'image que vous en aviez en tant que jeune étudiant? Ok, je vois. Alors, pour répondre à la première partie de la question, qui était à quel moment j'ai su que je voulais en faire mon métier, ça a été quand j'étais à peu près au milieu de ma thèse. Et en fait, ce qui m'a convaincu que je voulais faire ce job, c'était les gens que j'ai pu rencontrer quand j'ai fait ce boulot. Parce que en travaillant dans le labo où j'étais à Strasbourg, là, j'ai rencontré des gens, mais intéressants, passionnants, complètement perchés parfois. Et je me suis dit que si faire ce métier, ça me permettait de rencontrer des gens comme ça tout au long de ma vie, je signe tout de suite. Donc en fait, c'est parti de là. Bien sûr, après, il y a tout l'intérêt pour le côté pratique, hein, le fait de faire les expériences, ça me botte complètement. J'aime ce que je fais d'un point de vue pratique, mais c'est surtout tout l'aspect social et tous les gens qu'il y a autour. Et ce sont ces gens-là qui m'ont convaincu c'est en fait les interactions que j'ai pu avoir avec eux qui m'ont convaincu de rester dans ce domaine et d'en faire en fait mon métier. Et après, pour la question suivante, par rapport à est-ce que l'image du chercheur, oui, en fait, maintenant que j'y suis et maintenant que c'est mon job, je me suis rendu compte que l'image que j'avais du chercheur quand j'étais plus jeune ou quand j'étais à la fac, elle était bien différente. Pour moi, le chercheur, c'était le type en blouse blanche, coincé dans son laboratoire, qui manipule des tubes à essai, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on est vraiment loin de ce stéréotype parce que les chercheurs ont une multitude de casquettes. Et l'idée du chercheur que j'avais, qui était juste en fait relié au travail expérimental, en fait, le travail expérimental, ça représente tout au plus la moitié et encore. Pour certains chercheurs, ça représente même pas genre 10% de leur activité quotidienne, puisqu'ils sont plus centrés sur l'utilisation de leur esprit pour driver plusieurs types de recherches, pour superviser des recherches, aussi trouver de l'argent. Ça fait partie de l'emploi du temps du chercheur. Ça va représenter un bon tiers du temps du chercheur, mais voilà. Ma vision du chercheur a vraiment évolué en faisant ce métier-là, mais surtout, elle a évolué en bien, parce que je me suis rendu compte qu'on n'était pas juste c'est pas juste un métier où on se lève à 8 heures et puis on rentre chez soi à 18 heures. C'est un métier dans lequel parfois la frontière entre le pro et le personnel, elle peut devenir très mince, voire disparaître de manière temporaire. Et si je peux conclure la question en disant est-ce que j'aimerais faire autre chose de ma vie? Carrément pas. Voilà, et on ne peut que vous souhaiter de belles recherches encore, Merci. et notamment dans votre nouvel horizon, puisque vous allez franchir aussi une frontière de ce côté-là pour continuer vos recherches. Merci Ludovic. Merci beaucoup de m'avoir bonne reçu. fin de journée. Merci beaucoup pour Pareillement, cette belle merci. intervention. Quant à nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler cette fois-ci d'odorat avec Coralie Mignot, qui va nous faire un super titre, Je ne peux pas le sentir. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Merci à tous, merci à toutes et à bientôt.